Messieurs et dames, bienvenue. Critique Info depuis Mbandaka. J'essaierai de prendre tous les éléments d'actualité, bien sûr, et aussi le constat que nous continuons à faire. Le Congo a un problème sérieux. Au-delà de l'occupation, au-delà de l'influence rwandaise, ougandaise, burundaise, occidentale et aujourd'hui orientale, nous avons un vrai problème à l'intérieur, c'est le problème de la compréhension des enjeux de l'heure. J'ai comme l'impression que l'intellectuel congolais n'a pas encore cerné le problème du Congo. Le pays ne se développe pas par les armes, pas forcément par la qualité de la paix qu'il a à l'intérieur. Le pays se forme par rapport à la maîtrise de la question de l'heure. Tous les pays du monde se sont développés d'abord parce qu'ils ont compris les enjeux de l'heure. Et les enjeux d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est les richesses que nous avons. C'est le potentiel que nous avons. Les richesses que nous avons, que nous n'arrivons pas à commercialiser sérieusement, que nous n'arrivons pas à partager sérieusement et équitablement, que nous n'arrivons pas à protéger et à garder, c'est là le plus grand problème d'ailleurs, d'abord. On parle de la mentalité du Congolais. Cette mentalité qu'il fallait être réfléchie, pensée, définie et ensuite vulgarisée. Celui qui a eu les rênes de ce pays depuis 32 ans, 18 ans, 21 ans, après, aucun homme politique congolais n'a défini une politique nationale sur la mentalité d'abord, la transformation de l'homme. Et vous allez voir des gens aller ailleurs. Revenons un peu en avant. Lorsque Mobutu, nommé en son temps Bisengimana comme directeur de cabinet, l'intellectuel congolais, Zaïrois à l'époque, était distrait. L'intellectuel Zaïrois en ce moment-là s'est contenté de l'envoyer ailleurs. Je me pose une question, messieurs et dames. J'aimerais revenir un peu en 1965, 67, 70, poser la question aux intellectuels qui se précipitaient d'aller dans les ambassades à l'étranger. J'allais leur poser la question, que dites-vous d'un étranger qui quitte son pays, mais qui veut venir devenir directeur de cabinet chez vous? Pendant ce temps, vous travaillez pour fuir le pays, pour aller vivre ailleurs, pour aller être ambassadeur ailleurs, nommé ambassadeur à l'étranger. En ce moment-là, l'intellectuel congolais est passé à côté de la plaque. Monsieur Bisengimana est arrivé, il va installer sa dynastie étrangère dans les institutions de la République. Et comme la prédation, comme l'occupation sont toujours patientes, ils ont attendu. Le prédateur n'est pas pressé, regardez le lion. Il prend tout son temps pour dévorer l'antilope. Il n'est pas pressé. Parce qu'il sait que si je me précipite, l'antilope comprendra et l'antilope fuira. Et donc il faut la patience. Et tous les oppresseurs sont toujours patients. Regardez les esclavagistes. Regardez les colonisateurs, ils ont toujours été patients. Parce que pour détruire un peuple, il faut du temps. Pour détruire un peuple, il faut une initiative qui va vivre dans le temps. Et la première faiblesse d'un État, comme le dit Machiavel dans son livre Les Princes, il faut détruire la pensée de ce peuple-là. Et ça, ils ont réussi à le faire. Ils ont détruit la pensée de Congolais. Et vous avez vu ce qu'on a vu aussi. On a tous vu ça, n'est-ce pas? À l'époque de Mobutu. L'intellectuel se précipitait pour aller à l'étranger et vivre là-bas. Laisser ce qui se passe au Congo entre les mains des autres. Nous n'avons toujours pas jusque-là répertorié les étrangers dans notre pays. Je veux dire les étrangers dangereux. Parce qu'aux États-Unis, vous avez les Maliens, aux États-Unis, vous avez les Namibiens, aux États-Unis, vous avez tous les pays du monde là-bas. Mais les États-Unis ont une norme. Les États-Unis sont une structure. On ne va pas comparer la question du Congo à celle du Canada. Le Canada est un pays sérieux. Le Canada est un pays confirmé. Nous, on n'est pas encore un pays confirmé. Nous avons un État fragile, une structure agonisante. Et pour trouver la raison, il faut d'abord commencer par répertorier les étrangers dangereux. Aujourd'hui que nous avons offert la nationalité aux Libanais, on a offert la nationalité aux Chinois, sans qu'on se rende compte. Est-ce que vous savez ce que ça peut nous coûter demain, dans 20 ans, dans 10 ans? Regardez, je peux vous dire aujourd'hui, ces Libanais-là vont prendre des nationalités congolaises, ils en ont déjà. Ils vont constituer un grand lobbying pour eux-mêmes, ce qui fera que les Libanais viendront ici.
Ils auront petit à petit la nationalité et dans 10, 15, 20 ans, même 30 ans, ils seront devenus une majorité. Pas par rapport au Congo, mais ils seront une majorité écrasante. C'est quoi une majorité écrasante? C'est une majorité, en fait, la majorité écrasante, c'est une minorité du pouvoir. C'est ce que ça veut dire une majorité qui écrase. Une majorité de prédateurs, ça veut dire une minorité de gens, mais qui ont le pouvoir économique sur vous. N'est-ce pas ce qui est en train de se passer? J'ai comme l'impression qu'on a perdu la boule, on a perdu le nord. C'est là le problème de l'intellectuel congolais. Il voit le problème, mais il va ailleurs. Le Chinois, le Libanais, les Indiens sont en train de créer des empires économiques forts, pouvant mettre en mal les ethnies, pouvant mettre en mal les tribus, pouvant mettre en mal les familles congolaises. Je vous donne un exemple. Nous sommes venus avec Omo à Mbandaka et même à Boma. Et ces gens ont finalement fait une carte. Hein. Ça veut dire à Kin, vous trouvez des Libanais et des Chinois. Ils sont nombreux à Kin, Libanais, Chinois. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous trouvez des Indiens. Vous trouvez des Pakistanais. Ils remplissent l'intérieur. Ils sont partout là où même les Congolais ne se trouvent peut-être pas beaucoup. Ces gens sont partout. Ils sont même à l'intérieur de notre République. Ils sont dans nos forêts. Vous les trouvez à Salonga, vous les trouvez à Garamba, et vous les trouvez comme ça, partout, dans tous les parcs, dans toutes les localités. Vous pensez qu'ils sont là parce qu'ils vous aiment? Non, ils sont là parce qu'ils veulent travailler, ils travaillent dans le temps, ils travaillent dans les 20 ans, dans les 30 ans. Ils savent ce que c'est. Ils amènent leurs enfants ici, ils les inscrivent dans nos écoles. Aujourd'hui, ils ont changé même, hein. Ils ont maintenant leurs propres écoles. Ils inscrivent leurs enfants dans nos écoles. Ces enfants apprennent nos langues, nos 4 langues. Ils les apprennent très facilement. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, il est difficile de trouver un Chinois qui ne parle pas 2 langues. Quand vous avez un Chinois à l'Équateur, il vous parle au moins 3 langues. Il vous parle le Lingala, il vous parle le Lomongo, il vous parle un peu le Kimbole. Ça veut dire qu'il a 3 langues avec lui. Pendant que le Congolais lui-même ne connaît que la seule langue qu'il connaît, l'anglais, pardon, le Lingala. Et il se bat même pour connaître les Français et abandonner sa langue Lingala. Il a honte de cela. Mais quand le Chinois arrive ici, il apprend d'abord la langue congolaise parce que c'est la langue du commerce. Il doit vous vendre des choses, il doit connaître votre langue. Et c'est avec cette langue-là qu'il va vous dominer demain. Aujourd'hui, ils sont députés. Avant, ils n'étaient pas députés. Aujourd'hui, nous avons des Libanais députés. Vous pouvez dire qu'ils sont Congolais. Merci, bravo. 10 ans plus tard, ils ne seront plus. La législature prochaine, vous allez voir. Retenez la vidéo d'aujourd'hui et gardez-la. Aujourd'hui, nous avons un Libanais ou 2 à l'Assemblée nationale. Croyez-moi mes frères. Il y a beaucoup de suppléants, hein, des gens pour qui vous avez voté, ont pour suppléants libanais. On laisse tomber. Passons. Je vous dis encore, vous allez voir, dans les jours à venir, la prochaine législature, on aura le nombre de Libanais assez élevé. Et ça va être comme ça. Ils vont créer une dynastie et ils vont constituer une majorité qui va nous écraser, qui va écraser les autochtones. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait des Nandés? C'était un peuple commercial, c'était un peuple des marchands. Qu'est-ce qu'on disait des Bakongo? C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui travaillaient, ainsi de suite. Mais où sont-ils aujourd'hui? Citez-moi un seul Mukongo que vous connaissez, qui soit plus riche qu'un Libanais. Un seul, je ne cite pas 2, un seul que vous connaissez. Aujourd'hui, la plus grande fortune congolaise n'est pas congolaise. La plus grande fortune congolaise est libanaise. La plus grande fortune congolaise est indo-pakistanaise. La plus grande fortune congolaise, elle est peut-être occidentale ou rwandaise. Les Congolais eux-mêmes sont où? Pour retrouver un Congolais au sommet, il doit être partenaire des Libanais, partenaire des étrangers, partenaire des Occidentaux. Je vais bien, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites de ce pays? Et l'intellectuel est passé à côté de la question. Ceci nous amène à dire quoi? Ceci nous amène à poser des vraies questions de notre pays. J'aime toujours la politique de Delano Roosevelt. Delano Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, il rencontre Rockefeller, qui a une monotonie importante. Hein. Il écrase, je veux dire, un monopole, pas une monotonie, mais un monopole écrasant de la gestion. Mais ce monopole va faire quoi? Ce monopole va détruire le commerce américain. Ce monopole va conférer le pouvoir à Rockefeller d'être le plus puissant. Il achète des juges, il achète des magistrats, il achète la police, un peu comme les cartels de la drogue. Qu'est-ce que Rockefeller dit? Qu'est-ce que Delano Roosevelt dit? Delano dit, je dois mettre terme à cette barbarie. Et nous sommes en train de vivre une barbarie. Est-ce que je vous ai montré Congo, non? Je vous ai montré Mbandaka. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'ici à Mbandaka, il y a eu un président qui a fait 32 ans? Est-ce que vous pouvez imaginer que M. Kabila a été président pendant 18 ans et que son père a été président pendant 3 ans? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que l'Équateur soit dans cet état? Pourquoi l'Équateur est dans cet état? Quand le blanc arrive ici au Congo,
il passe par là-bas, là vous avez vu, le Congo central, il arrive à l'Équateur, il prend les richesses de l'Équateur, ce sont des richesses qui vont aller construire le Katanga. Pour qu'on découvre le mine du Katanga qui était enfoui dans le sol, il a fallu de l'argent, il a fallu des industries, il a fallu le matériel. Ils ont trouvé l'argent où? À l'Équateur. C'était le bois de l'Équateur, c'était le coton de l'Équateur, c'était l'EVA de l'Équateur, c'était les textiles de l'Équateur, c'était le poisson de l'Équateur, l'eau de l'Équateur, le climat de l'Équateur. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, l'Équateur sombre dans une ruine imprescriptible. Une douleur comme vous n'avez aucune idée. Mais c'était scandaleux et dangereux. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans cet état. Nous ne pouvons pas comprendre une seule minute que le Congo ou l'Équateur se trouve dans cet état. Pourquoi? Parce que l'intellectuel équatorien lui-même a fait la même chose que l'intellectuel congolais. Ça veut dire, je fouille l'Équateur, je fouille Mbandaka, je vais vivre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il faut que je fouille Kinshasa, je vais aller en Europe. Et vous laissez les pays entre les mains de qui? Vous laissez le pays entre les mains des étrangers. Ce sont eux qui vont gouverner vos enfants demain. Ils vont sceller l'avenir de vos enfants demain. Aujourd'hui, ils payent vos enfants comme ils veulent. Ils ont pris notre justice en état. Ils ont pris notre police en état. Au point que quand vous discutez avec un Libanais, il va prendre votre frère colonel qui va vous arrêter, qui va vous mettre en prison. On va nous raconter une histoire idiote ici. Un gouverneur, Tony Bolamba, aurait arrêté un avocat parce qu'il disait que les avocats ne pourront pas faire la politique dans sa province. Il dit dans sa province, comme s'il avait une province, ce monsieur. Que des incompétents, des gens qui n'ont aucune philosophie de vie, mais vont gérer tout un État. Quand j'en parle, j'ai mal au fond de moi. Les gens m'écrivent très souvent que si on sent l'envie du changement, ce n'est pas l'envie du changement que je sens. Non, mesdames et messieurs. Non, ce n'est pas l'envie du changement que... Je veux dire, au fond de moi, je sens une responsabilité énorme. J'ai comme l'impression que nous voyons tous les dangers, mais nous allons dans la même direction. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu jusque-là au Congo? Nous avons vu des familles venir pauvres et s'enrichir illicitement. Illicitement en tout cas. Mais personne n'a du mot. Qui connaissait la famille de Kabila quand ils sont arrivés au pays? Qui connaissait la famille de Kabila? Pouvez-vous nous donner aujourd'hui le poids financier de cette famille? Qui connaissait la famille de M. Bouchab? Pardon, de M. Je vais dire M. Matata. Qui connaissait la famille, le poids financier de M. Matata aujourd'hui? Un premier ministre, je vous rappelle, un premier ministre qui a étudié dans une université de la place, ça veut dire Unikin, mais monsieur va aller construire son université à lui, je veux dire à lui seul, une université qui dépasse en infrastructure l'université de l'État. Je suis mort, moi, franchement. Mais nous sommes dans une société qui n'a pas de questions. Nous sommes devant des intellectuels qui se taisent devant le mal. Combien de menaces nous avons tous les jours de la vie? Mes frères, où on voit, où on ne voit pas. Sommes-nous une société de bêtes? Sommes-nous une société de pervers? Avons-nous vendu notre conscience? Où avons-nous placé notre bon sens? Où avons-nous placé notre faculté de poser des questions? Quand on gère la République, on n'est pas Dieu. Quand on gère la République, c'est pour rendre de compte. On ne peut pas faire 18 ans sans poser des questions, et surtout des questions sérieuses. Il y a des choses qui m'étonnent. Je me pose la question, est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris l'essence de notre existence? Est-ce que nous avons compris l'essence de notre vie? Est-ce que nous avons compris le sens du don que Dieu nous a donné dans ce pays? Et mais nous prions dans tous les dimanches, nous allons à l'église, nous levons nos mains, demander à Dieu de nous aider, demander à Dieu de bénir ce pays. Comment voulez-vous que Dieu bénisse ce pays? Il vous a tout donné. Mais notre indiscipline, notre égoïsme, notre laxisme, notre méchanceté nous empêche de nous en sortir. Vous avez des dirigeants à qui vous ne demandez pas de compte. Et vous avez des dirigeants qui ne rendent pas de compte. On est une société morte, une société dont les valeurs n'existent plus. Et personne n'en parle. Vous tuez les jeunes gens. Il y en a qui tombent dans le front. Il y en a qui tombent dans le trou de mine. Il y en a qui tombent dans les salles des classes. Autant les morts physiques, autant les morts morales, autant les morts intellectuelles. Mais on est toujours là, personne ne dit mot. Tout le monde se contente de ce petit ventre que je mange, que les autres. Nous sommes une société de perdus, une société de mordus. Au moment où nous vous parlons, mesdames et messieurs, M. Kabila a bravé la loi congolaise, refusant de déclarer ses biens.
Il a refusé parce qu'il a été informé. On l'a dit, on l'a crié. M. Kabila a nargué tout un État. L'article 99 de la Constitution lui demande de présenter ses avoirs. On ne lui demande même pas de venir les montrer. Non, une lettre. On ne demande pas à M. Kabila, non, on demande de faire une lettre. Et cette lettre-là sera envoyée au fisc pour qu'on essaie d'évaluer. Mais monsieur a dit, niet, je ne le fais pas. Et il ne l'a pas fait. Et personne ne l'inquiète. C'est de la responsabilité du procureur général de la République, près la Cour de cassation, de prendre courage et de dire assez. Il faut maintenant l'interpeller. Monsieur Félix l'a fait, pourquoi il ne le ferait pas? Et ça, c'est le rôle de l'intellectuel congolais qui doit réfléchir pour maintenir les balances de la justice. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qui a pris notre âme? Qui nous a volé le courage? Et moi, quand j'en parle, il y a des gens qui m'écrivent, monsieur, tu veux te suicider? Mesdames et messieurs, on est morts déjà vivants au Congo. Quand vous avez 30 ans et vous ne pouvez pas mener une vie normale, proportionnellement à vos richesses, vous êtes mort. Quand vous avez 40 ans, vous n'avez pas une assurance santé, vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas accès à la santé, vous n'avez pas accès au travail, vous n'avez pas accès aux ressources de votre propre pays, vous êtes un homme mort. Quand vous n'avez pas le droit de vie, le droit d'aisance, vous êtes un homme mort. Ce n'est pas la mort physique qui met terme à la vie des gens. Non, c'est la mort morale, c'est la mort de la pensée. C'est quand on cesse de penser qu'on est mort. Et beaucoup sont morts parce qu'ils ont arrêté de penser. Regardez le camp Lamouka, parce qu'il faudrait en parler. Mesdames et messieurs, en français on dit, hein, tout ce qui se conçoit bien, on trouve les mots facilement pour le dire. Tout ce qui se prépare bien, se conçoit bien, le mot pour le dire vient aisément. Lamouka, parlons-en. Qu'est-ce qu'il en reste? L'intellectuel, celui qui était censé régir le truc. Où en sommes-nous? Je n'entre pas dans ces vieux débats, sinon c'est un faux débat. Je l'avais dit ici, dans cette émission. Je vous avais dit quoi? Donnez 6 mois à Lamouka, donnez 6 mois au FCC, et vous allez voir comment ça va se passer. Entre-temps, nous donnons presque une année à Félix Tshisekedi. Parce qu'il a tout sur sa table. Il a tout le levier de réussite. Et s'il ne réussit pas, ça ne sera pas parce que c'était difficile. Ça sera parce qu'il est faible. Et donc, s'il ne veut pas être faible, il doit juste travailler avec les leviers qu'il a. Il a juste à travailler selon les leviers qu'il a. On essaye de voir avec Lamouka. Aujourd'hui, Bemba. Quand j'ai dit aux gens, le premier jour, j'avais dit ça ici, hein, n'est-ce pas, Omo? On avait dit, le jour où Bemba, le jour où Félix avait été investi, non, d'abord proclamé, la première personne à appeler Félix, c'était Katumbi. Et certaines confidences nous ont même dit que Bemba serait en train de trouver des pourparlers pour Félix. Parce que, mesdames et messieurs, soyons pas bêtes, réfléchissons à froid. Qu'est-ce que Katumbi gagne en restant dans l'opposition? Dites-moi. Peut-être que je peux être si bête que ça. Mais dites-moi, qu'est-ce que Katumbi gagnerait en restant dans l'opposition? Je vous dis que Katumbi est resté à l'opposition depuis 2010. Non, disons 2011. C'était à partir de ce moment-là qu'il a inventé son histoire de 3 pénaltys. On peut dire, ok, d'accord, très bien. Il va en opposition depuis 2011. Mesdames et messieurs, Félix, qui ne connaît pas que Katumbi a perdu beaucoup d'argent dans les officines internationales? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que M. Katumbi a dépensé beaucoup d'argent? Déjà même pour rencontrer Étienne Tshisekedi, il avait déjà perdu beaucoup d'argent. Pour se faire une belle image dans l'opposition, il a déjà perdu beaucoup d'argent. En ce moment-là, il y avait des sorties, mais il n'y avait plus d'entrée comme il fallait. Et plus le temps passe, plus il perd davantage. Et vous avez vu comment M. Katumbi est arrivé à un moment donné asphyxié. Il ne pouvait plus. Il n'avait que le choix de se rallier. Mais les gens ne le voyaient pas. Le premier signe ont été déjà le départ de Sesanga. Aujourd'hui, les gens pensent que Sesanga et Katumbi ne s'entendent pas. C'est faux et archi faux. Sesanga et Katumbi ont des très bons rapports et il n'y a rien que Sesanga fait que Katumbi ne sait pas. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on raconte non, Baba Kyungoku Mwanza est contre Katumbi. C'est encore une fausseté. Ils le savent. Ils le savent. Baba Kyungu l'avait si bien dit qu'il ne voyait pas pourquoi
il serait contre Félix. Je dois vous rappeler un élément. Qu'est-ce que Baba Okungu a dit? Il a dit ceci. Avant la mort d'Étienne Tshisekedi, Tshisekedi lui aurait laissé son fils en disant « Baba, je te laisse mon fils ». Parmi les 13 parlementaires, le seul survivant, ou parmi les survivants, il y a Bakungu Akumonza, qui était là, dans ce bloc d'opposants à Mobutu. Et tous sont presque morts. Je peux me tromper, mais tous sont presque morts. Et aujourd'hui, Bakungu Akumonza est là comme le père de tous ces gens qui sont partis. C'est ce qu'il a dit, pas moi. Hein. Je peux croire ou pas, c'est politique ou pas, mais je vous donne le fait. Mesdames et messieurs, Claude Loubaya et les autres, ils partent du mouvement. Ils donnent le temps. Francis Kalombo, la porte, je vais dire la porte ouverte hein, de M. Katumbi. Francis Kalombo dit, nous ne voyons pas d'inconvénient. Ce n'est pas lui qu'on attaque, c'est celui qui l'a nommé. D'ailleurs, Katumbi, Francis Kalombo n'a jamais dit ça. Je vous ai donné là le point, hein, comment on appelle, la position de la Mouka. Mais Katumbi ne pouvait pas rester longtemps à l'opposition. Katumbi savait qu'une fois que Félix est là, parce que celui qui lui faisait peur à Katumbi, qui lui bloquait le passage, c'était Kabila. Maintenant où nous sommes, au point où nous en sommes, Kabila n'est plus là pour faire peur à Félix, à Katumbi. Et donc Katumbi doit devoir rentrer. Et vous avez suivi les propos de Félix. Et nous avons dit à Félix, on a continué à dire, et nous continuons à le dire. Pas parce que quand je dis que nous avons dit à Félix, c'est pas que je l'ai rencontré. Non, dans les émissions comme ça, et que ces gens écoutent. Nous avons dit à Félix, tu ne perds rien en demandant, en facilitant la tâche à Katumbi de rentrer au pays. Katumbi a été poursuivi. Mais les gens ne savent pas que Katumbi a été condamné à accoutumance. Une condamnation par accoutumance, ça veut dire une condamnation de l'étranger. Tu es à l'étranger, on te condamne par rapport au fait que tu as commis. Donc, M. Katumbi, aux yeux de la loi congolaise, est un condamné. C'est la justice. Mais est-ce qu'on ne peut pas lever les sanctions? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas casser la décision? Oui. Comment? Mais un avocat peut interjecter appel, peut faire opposition. Il y a beaucoup de voies qu'on peut suivre, tout en étant à l'étranger toujours. Il peut mener des bonnes enquêtes maintenant, une bonne procédure en bonne et due forme, qu'on essaie d'abord de surseoir cette décision-là. Si elle a déjà été rendue au premier degré, on peut la suivre, l'attaquer au second degré. Et même si elle a été déjà rendue au second degré, on peut l'attaquer en cassation. Ça veut dire que M. Katumbi a toute la possibilité de regagner son pays en homme libre. Parce que la justice aurait fait son travail en annulant la décision ou en la cassant, tout simplement, ou en la suspendant. Parce que les voies de recours ont comme des conséquences suspensives. On va arrêter finalement la question. Et donc, toutes ces choses, personne ne peut lui donner. Ce n'est pas Martin Fayulu qui donnerait ou qui pourra donner la facilité à Katumbi de rentrer. Pas du tout. Et Bemba, parlons de Bemba. Je l'ai dit encore une fois, Bemba a besoin de rentrer dans ce pays. Il a besoin de rentrer, de se faire sa santé politique. Vous avez vu ce que le MLC est devenu? Le MLC a perdu beaucoup dans son ancrage. Perdu beaucoup. Dans le côté formel, mais aussi dans le côté informel. Le côté informel, c'est lequel? Le côté informel, c'est la tricherie des élections que nous avons eues. Nous avons eu les pires des élections possibles. Et le résultat de ces élections, nous ne pouvons même pas être d'accord avec ce résultat de façon générale. Autant on va être contre le président, autant on sera contre les députés aussi. Mais aussi longtemps qu'on est d'accord avec les députés, soyons-le aussi avec les opposants, avec le président. Si on est d'accord avec le président, soyons-le avec les opposants, pardon, avec les députés provinciaux. On ne peut pas faire dans une même liste les nommés et les élus. Ou nous refusons tout, ou nous prenons tout. On ne peut pas prendre une partie et laisser une autre. Et ça, on l'a dit et tout le monde le sait. Donc vous vous rendez compte que au lieu de faire le bon boulot, au lieu de travailler sur le fond de la question, nous, on y va ailleurs. Aujourd'hui, ça surprend les gens qu'ensemble, se désolidarisent de la Mouka. Je vais vous dire une vérité. Quand Katumbi va dans l'opposition, ça veut dire quoi? C'est un message lancé à Martin. Ça veut dire, monsieur Martin, tu n'es plus le seul opposant. Et de toutes les façons, tu ne seras pas le porte-parole de l'opposition. Je rappelle que le porte-parole de l'opposition a rang d'un ministre. Le porte-parole de l'opposition a rang d'un ministre, avec un cabinet ministériel, avec les honneurs qu'il faut. Et même ça commence à fuir un peu Martin. Martin ne pourra plus être porte-parole de l'opposition dans la mesure où il n'a pas de députés. Voyez-vous, il n'a pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Alors que vous avez un monsieur comme Ensemble, ce regroupement a plusieurs députés. On va me dire, mais Ensemble n'est pas un parti politique. Je vous dis, ici, j'ai parlé de regroupement. Ensemble a beaucoup de députés provinciaux
beaucoup de députés nationaux. Ce qui fait une affaire de plus de 60 et quelques élus. Ça lui donne la possibilité d'être le représentant des opposants. Ce que Bemba n'aura pas. Ce que Katumbi n'aura pas. Pardon, ce que Martin n'aura pas. Donc vous êtes en face de gens qui hier étaient des alliés, mais deviendront maintenant de vrais adversaires. Pourquoi adversaires? Parce qu'ils ne parleront pas de la même opposition. Martin sera obligé de rentrer dans le leadership de quelqu'un, soit de Katumbi, soit au nom de certaines alliances de Bemba. Mais est-ce que vous voyez Martin accepter cela avec le poids qu'il a déjà aujourd'hui? Je vous rappelle que je suis un Mbandaka. Ici, on a voté pour Martin Fayulu, visiblement. Tout le monde parle de cela. On a voté pour Martin Fayulu. Et il y a des gens qui ont voté pour lui qui ne le connaissaient pas. On dit, vous votez pourquoi? Bemba nous a dit de voter pour Naye. Ah donc, vous le votez parce que Bemba vous a dit oui. Bemba a dit que de voter pour Naye, c'est la solution. Et voilà l'affaire. Donc aujourd'hui, le Martin d'hier, ce n'est plus le Martin faible. Aujourd'hui, c'est un grand Martin. C'est un grand Martin qui aura du mal à accepter les ordres de Bemba, qui aura du mal à accepter les ordres de Katumbi. Et vous voyez comment les choses vont se passer déjà? Vous voyez comment ça se dessine? Et qu'est-ce qui va venir après? Ce qui viendra après, c'est quoi? Tenez. Bemba, Katumbi, Martin Fayulu vont commencer à faire leurs premières intercations. Quand ça sera le cas, faites-moi un message. Tout doucement. Le plus sage se taira. Le moins sage criera. Et ça va être comme ça avec le temps. Entre-temps, nous passons à côté de la grande question. C'est le FCC. C'est le FCC. Mesdames et messieurs, Kabila vous a montré avec qui il a détruit ce pays. Il vous a montré. En invitant ces gens-là du FCC chez lui. Vous avez vu des gens qui ont détruit ce pays. Vous avez vu des gens qui ont travaillé dans la destruction du peuple congolais. Vous les avez vus. Et il vous a dit, si vous ne les avez pas vus, il va encore appeler une autre réunion dans peu de temps. Parce qu'il là-bas, il ne supporte pas le nom de l'informateur. Ah, mais ça fait mal, ça pousse des boules dans le ventre. Ils ont très mal quand ils entendent ça. Ils ont la sueur dans la colonne, sur leur colonne vertébrale. Donc, ça va se passer comme ça. Mais regardez nous où nous sommes. Les gens s'attaquent maintenant à Félix Tshisekedi. Je vois les gens s'attaquer à Martin Fayulu. Je vois les gens s'attaquer à Bemba. Je vois les gens s'attaquer. Mais on laisse le FCC. J'ai comme l'impression que le FCC est beaucoup plus calme aujourd'hui, beaucoup plus tranquille. Et les gens s'entrecusent. J'ai entendu les gens qui sont pour Félix insulter Martin Fayulu. Qu'est-ce que Martin Fayulu a fait? Pourquoi vous demandez à Martin Fayulu de regagner? Il va regagner quoi? Où vous voulez que Martin Fayulu fasse? Ou parte? Vous voulez qu'il fasse quoi? Moi, je conseillerais à Martin Fayulu de maintenir sa position. Même en étant seul, aujourd'hui, il n'a plus besoin des gens pour avancer. Il a besoin de lui-même et de sa base maintenant. Aujourd'hui, on parle de lui. Ça va être difficile de détruire un monstre. Francis Kalombo, qui se réclame avoir construit Kabila, a eu du mal à le détruire. Il a fouillé les monstres. Katumbi, qui a dit qu'il a créé Kabila, il a du mal à le détruire aujourd'hui. Il a fouillé lui aussi. Mesdames et messieurs, c'est la même chose. Ceux qui ont créé Martin Fayulu, d'une manière ou d'une autre, ne pourront plus le détruire. Maintenant, c'est devenu une machine, Mafa. C'est devenu une machine, vous n'allez plus le détruire. Et si Martin comprend cela, ça sera le plus bel opposant qu'on puisse avoir dans ce pays. Ça sera la première fois qu'on ait un opposant qui vient de la basse classe et monter au sommet. Ça sera la première fois qu'on ait un opposant qui n'est pas héritier d'un régime, héritier d'un système ou héritier d'un père biologique. On a eu Étienne Tshisekedi, oui, c'était l'un des premiers et grands opposants qu'on a eu dans ce pays. Mais il était l'ami d'un régime, il était l'ami de Mobutu. C'était d'abord son copain, c'était d'abord son frère, d'abord son ami, ils étaient ensemble. On peut ne pas compter sur ça. Mais Martin Fayulu est d'un autre type. Martin Fayulu est d'un autre mouvement. Martin Fayulu est d'une autre dynamique maintenant. C'est à lui de savoir, est-ce que je peux aller seul? J'ai dit oui, vous pouvez aller seul. Donc ça ne sera plus la petite personne là qu'on peut détruire maintenant. Mais le grand problème, c'est que mes frères et sœurs, à chaque fois que nous nous attaquons à Tshisekedi, à Fayulu, nous nous perdons. Excusez-moi de vous le dire. À chaque fois que nous nous attaquons à Félix, ou nous nous attaquons à Martin, nous perdons. L'ennemi du Congolais, je peux le dire sans avoir peur, c'est le FCC. Le prédateur du Congolais, c'est le FCC. Ceux qui nous ont fait pleurer pendant 18 ans, ceux qui nous ont fait manger la poussière,
ceux qui ont détruit nos routes, ceux qui ont détruit nos écoles, ceux qui ont détruit nos hôpitaux, ceux qui ont détruit le rêve du Congolais, mes frères, c'est le FCC. Donc arrêtez-vous un peu, regardez, concentrons-nous. Il y a un système qui n'est pas encore détruit, c'est le système Kabila. Il n'est pas encore détruit. Kabila est parti, mais le système n'est pas encore détruit. Nous devons travailler pour détruire ce système-là. Aidons Félix Tshisekedi à mettre en place une politique réelle, une politique correcte, une politique de sanctions, une politique sur l'éducation, une politique sur le social, une politique sur le développement de notre pays. D'accord? Mais aidons aussi Martin Fayulu à mettre en place une opposition réelle, une opposition consciencieuse, une opposition, je vais dire, radicale, mais objective, pour réussir le pari du Congo demain. Si vous avez Martin dans l'opposition, alors la vraie opposition, vous avez Katumbi dans l'opposition, la vraie opposition aussi, parce qu'il le dit, vous avez Bemba dans l'opposition aussi. Si nous avons ce bloc d'opposants contre le régime de Kabila, pardon, de Félix, mesdames et messieurs, croyez-moi, Félix ne va pas dormir. Pas parce qu'on lui met mal à l'aise, non, mais parce qu'on le rappelle au travail. Et on va l'aider. Il aura les mains liées par le peuple. Parce qu'il vaut mieux que le peuple vous lie les mains que certains oppresseurs le fassent. Et nous devons tous regarder une seule direction, le système Kabila qu'il faut détruire, qu'il faut dynamiter. Voilà pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, à être vigilants. Que le nouveau gouvernement, qu'on ne retrouve pas 30% de ceux-là qui ont travaillé avec Kabila. Si vous voyez les 30% des gens qui ont travaillé avec Kabila revenir, battons-nous et disons non à ce régime. Ça ne sera pas contre Félix qu'on attaquera, parce qu'il n'a pas de problème. Ça ne sera pas lui. Ça sera la force de la politique qui va se passer. Mais il aura la possibilité de nous épargner des anciennes personnes qui n'ont pas bien travaillé dans ce pays. Je suis prêt à citer les noms, mais ça ne sert à rien de les citer. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la critique info d'aujourd'hui. On a pris un peu l'actualité, on a essayé un peu de prendre la problématique du Congo. Mais depuis que je suis depuis que je suis à Mbandaka, je ne fais que pleurer toute la nuit. J'ai un cœur qui fait très mal. De voir l'état dans lequel les choses se passent. Il y a des gens qui doivent être en prison. Oui, pour avoir saboté tout un peuple, tout un avenir. Messieurs et dames, merci beaucoup. Nous sommes avec Omo. C'est très difficile, je dois vous dire. Vraiment difficile, mais nous tenons. Nous tenons. Nous allons aller à Bikoro, nous allons aller à Bamania, nous allons aller à Bolengue, on va aller à Djombo, à Sekli. On va faire le tour de ce coin-là pour vous faire découvrir des choses. On ira aussi à Eyala, on ira à Ilunimba, vous montrer des choses. Et nous, on est là, on est d'accord avec vous. Nous sommes des cœurs, on est des cœurs avec vous. Merci de nous aimer, merci de nous suivre, merci de liker. Surtout, partagez les vidéos. Abonnez-vous massivement, partagez des vidéos à des gens. Mettez ça sur Internet, mettez ça sur WhatsApp, mettez ça sur Facebook, sur Snapchat. J'ai bien prononcé au mot. Ouais, mettez ça dans ces réseaux-là et ça sera un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici.